Elle criait dans la chaleur vite bien avant que quelqu'un ne l'entende. Sa voix se brisait sous le soleil, comme si le désert lui-même voulait avaler le son. Maggie Doyle était suspendue, tordue sur ce cadre en bois au milieu de la prairie de Lincoln, une jambe tirée vers le haut par une corde cruelle. Sa robe était déchirée, sa peau râpée par la poussière et les échardes. Elle essayait sans cesse de tirer sa robe vers le bas avec ses poignets attachés, mais chaque respiration ne faisait qu'alourdir sa honte. Le pire n'était pas la douleur. C'était la peur que personne ne la voie autrement que comme un corps brisé laissé au vautour. Elle murmurait des appels à l'aide, même en sachant que le désert n'avait aucune pitié. Les hommes de Prescott l'avaient ligotée avant de s'en aller en riant, affirmant que la chaleur la ferait avouer avant la tombée de la nuit. Mais il n'y avait rien à avouer. Juste une vérité qu'elle craignait de voir mourir avec elle si personne ne l'entendait. Une ombre finit par bouger à l'horizon. Un cavalier approchait, lent et prudent, une traînée de poussière derrière les sabots. Elle pria pour que ce ne soit pas l'un des hommes de Prescott revenant terminer ce qu'ils avaient commencé. Quand il s'arrêta à ses côtés, elle rencontra une paire d'yeux bleus fatigués sous le bord d'un vieux chapeau de cow-boy. Jacob Hay ne parla pas d'abord. Il resta figé, choqué par la vision de cette femme suspendue dans le vent brûlant. Puis son regard glissa malgré lui vers ce qu'elle voulait cacher plus que tout au monde. Une brûlure de honte la traversa comme une flamme. Sa voix jaillit de sa gorge, « Ne regardez pas là !» Jacob détourna brusquement la tête, la culpabilité allumée sur son visage, mais il ne pouvait plus oublier ce qu'il avait vu. Il ne pouvait pas prétendre que les marques sur sa peau n'étaient pas l'œuvre d'un monstre. Alors une seule question demeurait dans l'esprit de Maggie, simple et terrifiante. Cet homme allait-il partir et la laisser mourir, comme les autres ? Ou ferait-il l'impensable, risquant tout pour sauver une femme qu'il n'était jamais censé voir ? Jacob ne partit pas. Pas après avoir entendu sa voix trembler ainsi. Pas après avoir vu les ecchymoses sur ses jambes et la marque brûlée que personne ne devrait porter sur sa peau. Il resta là, dans le vent bouillant, essayant de calmer sa respiration, essayant de décider quel genre d'homme il allait être aujourd'hui. Puis Jacob fit un pas en avant. Lent. Prudent. Maggie tenta de se détourner, mais les cordes la maintenaient fermement. Elle serra les jambes par pur instinct et murmura encore, plus doucement cette fois, « Ne regardez pas là !» Jacob avala difficilement. Il leva les mains pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Madame, je suis pas ici pour regarder. Je suis ici parce que vous avez l'air de mourir. » Sa voix était douce, chargée de culpabilité, et Maggie le sentit. La plupart des hommes mentaient quand ils jouaient les héros. Mais Jacob ne bougeait pas comme un menteur. Il bougeait comme un homme qui avait trop vu et qui refusait d'ajouter un fantôme de plus à sa conscience. Il fit le tour du cadre en bois, vérifiant les nœuds. Ses doigts effleurèrent la corde et il jura à voix basse, un grognement mécontent, les nœuds étaient faits pour entailler la peau. Typique de Prescott. Très bien, maugréa-t-il. Maggie tressaillit à l'entente de ce nom. Jacob se pencha et parla plus bas. S'il t'a fait ça, c'est qu'il voulait briser plus que tes os. Maggie ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Jacob toucha doucement sa cheville pour vérifier la circulation et elle sursauta encore. Doucement. Je vérifie juste si ton pied est encore vivant. Je sens tout et j'aimerais ne pas sentir, murmura-t-elle. Il leva les yeux vers elle. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent sans que la peur ne s'interpose. Ce seul échange lui apprit tout ce qu'il devait savoir. Elle n'était pas coupable, pas mauvaise. Rien de ce que Prescott avait dit. Juste une femme essayant de survivre dans un monde qui aimait briser les plus fragiles en premier. Jacob inspira profondément et prit sa décision. D'accord. Je te descends d'ici. Mais un son vint tout bouleversé, des sabots. 2 cavaliers revenant au galop. Les hommes de Prescott. Et la question qui écrasa Maggie d'un coup fut simple, glaciale. Jacob allait-il se battre pour la sauver maintenant que le danger arrivait droit sur lui? Ou l'abandonner pour sauver sa propre vie? Jacob entendit les sabots approcher. Tous ses anciens instincts se réveillèrent. Il n'avait plus le luxe de réfléchir. Réfléchir, ça tuait les gens. Il se rapprocha de Maggie, assez près pour qu'elle sente la chaleur de sa poitrine contre son flanc. « Tiens bon », murmura-t-il avant qu'elle ne puisse demander pourquoi. Son couteau brilla un instant. La corde à son poignet se brisa.
La douleur revint dans ses bras lorsque le sang se remit à circuler. Elle étouffa un cri, plus par fierté obstinée que par force. Jacob coupa la corde à sa jambe levée et la soutint autour de la taille alors qu'elle s'affaissait. Une demi-seconde, sa robe déchirée glissa de nouveau et elle siffla « Ne regarde pas là !» Il ne regarda pas. Il détacha son propre manteau et l'enroula autour de ses hanches d'un geste rapide et brusque. 2 chevaux s'arrêtèrent dans un nuage de poussière. Les hommes de Prescott, le premier, un type maigre avec de mauvaises dents, sourirent en voyant Maggie au sol. Le chef dit « Laisse-la jusqu'au coucher du soleil. »« Qu'est-ce que tu fais ?»« Salut. » Jacob se redressa, maintenant Maggie derrière lui autant que possible, mais sa voix restait ferme. « Je change le programme. » Le deuxième homme cracha. Il sentait le whisky bon marché et ses yeux avaient cette lueur paresseuse des ivrognes. « J'ai entendu dire que tu portais l'uniforme. Je pensais que tu savais obéir aux ordres. » Jacob sourit, sans amusement. « C'est pour ça que j'ai quitté. » Le maigre sauta de sa selle, la main sur son arme. « Éloigne-toi de la fille. » Jacob bougea le premier, mais il n'était plus rapide comme un jeune cerf. Son poing heurta la mâchoire de l'homme avec un craquement sourd, et la douleur remonta dans son bras. L'homme ne tomba pas net. Il vacilla et riposta sauvagement, les phalanges frappant le nez de Jacob. Le sang coula immédiatement. Le second visa son revolver. Jacob attrapa son poignet, mais sa prise n'était plus aussi rapide qu'avant. L'autre lui asséna un coup de coude dans les côtes, là où une vieille blessure de guerre faisait toujours mal quand le temps changeait. Une douleur blanche explosa dans son flanc et ses genoux fléchirent. Le revolver glissa des mains de l'homme et tomba dans la poussière près des pieds de Maggie. Par pure panique et une pointe de fierté obstinée, elle le ramassa à 2 mains. Elle n'avait jamais tiré avec un pistolet, mais elle le pointa vers le ciel et pressa la détente. Le coup résonna dans le champ vide comme un tonnerre. Les 2 hommes se figèrent, reculant, les mains quittant leur ceinture. « Tu veux réessayer ?» cria-t-elle, la voix tremblante mais forte. « La prochaine fois, je ne manquerai peut-être pas. » Ils passèrent du visage ensanglanté de Jacob à la femme aux yeux fous et au pistolet fumant, et tout courage que le whisky leur avait donné s'évanouit. Ils reculèrent vers leurs chevaux, jurant et tenant leurs mâchoires endolories, puis remontèrent en selle et partirent dans un nuage de poussière et de honte. Jacob essuya le sang de son nez. Il cracha un filet de salive mêlée de tabac dans la poussière. « Tu sais monter à cheval ?»« Je vais tomber, » murmura-t-elle. « Je te retiendrai, » répondit-il. Il la souleva dans la selle avec un grognement qui semblait venir de ses bottes, puis grimpa derrière elle, un bras autour d'elle pour qu'elle ne glisse pas, l'autre tenant les rênes. Le cheval bondit vers l'horizon des collines de Capotan, dépassant les hommes qui géraient leur douleur. Le vent de la prairie lui fouetta le visage, Maggie tenta de respirer, mais le monde continuait de tanguer. Ses doigts lâchèrent la crinière du cheval et sa tête bascula contre l'épaule de Jacob. « Reste avec moi », murmura-t-il, mais ses yeux se fermaient déjà. La dernière chose qu'elle sentit fut le battement régulier de son cœur contre son dos. Puis le monde replongea dans l'obscurité. Où vous vous trouvez et d'où vous écoutez, votre histoire compte aussi. Quand les collines de Capotan se dressèrent à l'horizon comme une rangée de géants fatigués, Maggie ne tenait plus sa selle. Elle était inconsciente, son corps s'affaissant contre la poitrine de Jacob, brûlant de fièvre, respirant difficilement et de manière saccadée. Une vieille cicatrice sur les côtes de Jacob, souvenir d'un champ nommé Shiloh, pulsait à chaque respiration. Mais il l'ignora, comme il ignorait la plupart de ses propres douleurs. Il guida le cheval hors du sentier principal, empruntant un étroit chemin de serre serpentant entre les rochers et les broussailles. Ils s'arrêtèrent enfin dans une petite vallée peu profonde au-dessus du Rio Bonito, à l'abri sous une avancée rocheuse. Cette nuit-là, sa fièvre éclata. Elle frissonnait et brûlait tour à tour, marmonnant à moitié des mots sur des marques, des chiffres et les bottes d'un homme sur sa gorge. Jacob trempa un bandana dans l'eau froide du ruisseau et le posa sur son visage, son cou et les parties intactes de ses jambes, massant lentement jusqu'à ce que ses propres doigts s'engourdissent. Il la redressa et lui fit boire de petites gorgées d'eau. À un moment, sa main agrippa faiblement sa chemise et elle murmura, d'une voix brisée, « Ne regarde pas là ». Il avala difficilement. « Je ne regarde pas », répondit-il. « Je veille juste sur toi. » Au deuxième lever du soleil, sa respiration s'était calmée
et l'éclat sauvage dans ses yeux avait laissé place à une fatigue claire. Elle détestait la faiblesse de ses jambes, mais sentait aussi la force tranquille en lui. La façon dont il la portait n'était aucunement un fardeau. Il la posa sur une couverture et recula immédiatement pour qu'elle puisse ajuster son manteau autour d'elle. « Je vais regarder cette jambe, » dit-il doucement. Maggie tressaillit. « Pas là. » Ses yeux croisèrent les siens. « Pas pour moi, pour toi. » Il s'agenouilla près d'elle, gardant le regard sur son visage, tandis que ses mains examinaient le tissu déchiré. Elle hocha légèrement la tête, et il laissa tomber ses yeux juste assez longtemps pour constater les blessures. La peau autour de la marque était enflammée et gonflée, entourée de vilaines ecchymoses violettes. Du sang séché montrait où la corde l'avait écorché. Il expira lentement par les dents. « Cet homme devrait être enchaîné, » murmura Jacob. « Cet homme possède la moitié du bétail de Lincoln, » répondit Maggie. « Et la loi dîne à sa table. » Elle vit sa mâchoire se crisper. « C'est pour ça qu'il t'a fait ça. »« Parce que j'avais trop vu, » dit-elle, son rire amer et faible. « J'ai vu ces hommes découper d'autres marques sur des peaux. J'ai vu plus de bétail que ce que les voisins disaient avoir perdu. Je lui ai dit que les chiffres ne correspondaient pas. Il m'a répondu que mes yeux étaient le problème, et la suite, tu la connais. » Jacob nettoya la plaie avec douceur, utilisant l'eau de sa gourde et un morceau de tissu propre de sa chemise. Chaque contact brûlait, mais l'attention derrière ses gestes calmait quelque chose dans son cœur. « Tu n'étais pas obligé de revenir pour moi, » murmura-t-elle. « Peut-être pas, » répondit-il. « Mais j'ai vu ce qu'il t'a fait. Si je m'enfuis, je ne vaux pas mieux que lui. » Ils restèrent là, tandis que le ciel se teintait d'or. Deux personnes presque étrangères le matin même, maintenant liées par un secret gravé sur sa peau. Maggie regarda la lumière déclinante et posa la question qui la rongeait depuis qu'il l'avait secourue. « Jacob, que feras-tu si Prescott vient te chercher à cause de moi? Fuir ou retourner en ville et exposer ses crimes au grand jour ?» Jacob ne répondit pas tout de suite. Il observa le ciel passer de l'or à l'orange, comme s'il réfléchissait avec lui. « Quand j'étais jeune, dit-il enfin, je portais un manteau bleu et faisais ce qu'on me disait. Je voyais des hommes souffrir parce que je détournais le regard. J'ai promis à Dieu et à moi-même de ne plus jamais faire ça. Mais nous n'irons pas à Lincoln demain, ajouta-t-il. Pas avec toi à peine capable de marcher et moi haletant comme un vieux mulet. À la place, il l'emmena dans une petite exploitation dans la vallée voisine, un ranch usé dirigé par Cal Turner, ancien soldat fédéral qui devait la vie à Jacob suite à un champ de bataille à l'est où les armes ne semblaient jamais se taire. Cal, en voyant Maggie, sa marque et ses ecchymoses, devint immédiatement grave. Le lendemain soir, 4 hommes supplémentaires les entouraient déjà. Autour de la table de Cal, tous avaient les tempes grises, portaient des cicatrices anciennes et de nouvelles rancunes contre les barons du bétail qui croyaient posséder tout le territoire. Cal servit un café si épais qu'un fer à cheval pouvait y flotter, et personne ne parla jusqu'à ce que les tasses soient vides. Des hommes fatigués, qui avaient vu trop de tyrans rester riches et libres. Ils envoyèrent un télégramme à Fort Stanton avec les noms de Jacob, de Cal et de 2 hommes qui avaient vu l'équipé de Prescott faire passer du bétail volé par le canyon. Le neveu de Cal partit à Lincoln pour engager un photographe capable de transporter son appareil à dos de mouton et de venir discrètement jusqu'au ranch. Maggie serra la mâchoire et laissa prendre une photo de la marque et des ecchymoses, preuve qu'il voyagerait plus loin que sa voix ne l'aurait jamais fait. Quelques jours plus tard, Jacob et Maggie revinrent à Lincoln avec Cal et les autres anciens soldats pas très loin derrière. Prescott sortit de son bureau, le visage rouge, sûr de lui, et traita Jacob de fou, de hors-la-loi, d'homme aveuglé par une femme perverse. C'est à ce moment que Maggie fit la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Sa main tremblait, mais sa voix ne faiblit pas. Elle s'avança devant tous, devant les épouses, les ouvriers du ranch et le pasteur de la ville, et dit « Vous lui avez dit de ne pas me regarder. Vous avez dit à tout le monde de ne pas regarder, car s'ils l'avaient fait, ils auraient vu ce que vous êtes. » Aux côtés de Jacob, elle montra la marque que Prescott avait gravée sur sa peau, preuve que l'homme qu'il craignait n'avait jamais hésité à ruiner une femme pour protéger son bétail volé. Un officier de Fort Stanton, alerté par le télégramme de Cal, vint poser ses propres questions. À la fin de la semaine, Prescott n'était plus le chasseur. Il était celui qu'on surveillait, jugeait et menottait au lieu d'être loué. Plus tard, Maggie se tint sur le porche de Jacob, regardant un champ qui ne semblait plus maudit. « Tu sais,
murmura-t-elle. Si tu avais fui ce premier jour, je serais morte en pensant que je n'étais rien d'autre que cette marque. Jacob secoua la tête. Tu n'es pas la marque, Maggie. Tu es la main qui tient le fer. Cette histoire ne parle pas de balles ni de bétail, mais d'une question que tout homme doit affronter un jour. Quand on te dit de ne pas regarder, détournes-tu les yeux ou fixes-tu la vérité et restes-tu ferme? Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker et t'abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure. Prends ton café ou ton thé, continue d'écouter ces cœurs de l'Ouest et raconte-moi dans les commentaires l'heure qu'il est, d'où tu nous écoutes et ta propre histoire, car elle compte. Assim que seu material híbrido é constantemente expelido por forças ainda não compreendidas. Realmente, precisa de Rubrânia Ih, pura. fiz merda. Assim, Rubrânia pura pode ser considerado a árvore também. De repente a gente pode bolar alguma coisa com a árvore. Eu vou tentar regar ela de novo hoje, ver se ela cresce mais um pouquinho pra dar uns frutos a mais, pra ver se a gente não consegue usar. Às vezes a gente faz, tipo, um domo dentro do gnomo, né, protegendo a árvore, deixa a Stone, tipo, dentro dela, e ela em si faz a descontaminação, né? Não é uma má ideia. Não é uma má Funcionar ideia. era bom. A gente prepara a área de descontaminação legalzinha pra não ficar tomando. Cara, aqui fala Rubrânia pura. A da árvore é pura e a do rubi é pura. Só que aí que tá. Aqui dá a entender que as cápsulas não vão contaminar a estrutura de Rubrânia pura. Ou seja, não vai contaminar a árvore e não vai contaminar o rubi. Mas a gente teria que dar um jeito de fazer essa estrutura chegar perto o suficiente do nosso corpo pra fazer a cápsula do nosso corpo ser expelida. Tipo, o que garante que o reverso aconteça, né? Ih, mano, tô fazendo alguma coisa errada. Acho que eu botei no lugar errado. Vou ver. Tu botou ela coladinha no controle? Botei. Deixa eu lá ver, peraí. Ah, eu tirei, né? Tu queria ficar me perseguindo e eu não queria falar contigo. Aí eu tirei. Mas é fácil de achar. Achou? Eu botei certo? Tá, o seu silêncio eu acho que diz não.